Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Hier, dans la nuit, l'Assemblée nationale a approuvé en première lecture la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le président de la République a évoqué une étape majeure en rappelant la nécessité impériale de protéger la santé des adolescents. Quel calendrier de mise en œuvre ? Comment l'appliquer? Quelles conséquences en Ile-de-France? Eh bien, on fait le point sur le sujet avec nos invités dans une minute. En culture, le château de Versailles accueille une exposition sur le grand dauphin, fils de roi, père de roi et jamais roi. On en parle tout à l'heure dans l'entretien culture. De la conso enfin et un point sur l'immobilier de Paris et de notre région avec Olivier Marin. Conditions de crédit, marché de la location en souffrance. On vous dit tout des conditions d'achat en ce moment dans notre région. Hier, la soirée s'est éternisée à l'Assemblée nationale. Les députés ont finalement approuvé la proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une mesure soutenue par l'exécutif qui pose des questions sur le calendrier de l'application d'une telle mesure qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé des adolescents. Quelles initiatives en Ile-de-France? Quelles conséquences? Eh bien, on en parle avec nos invités autour de la table. Gaël B, vous êtes membre du collectif Algos Victima. Serge Tisseron, vous êtes psychiatre. Nous rejoindra dans une minute Geoffroy Carvalino. Il est conseiller régional d'Île-de-France en charge de la jeunesse. Emmanuel Macron a souligné hier une étape importante. On va définitivement dans le bon sens, dans la bonne voie avec ce vote à l'Assemblée nationale? Pour moi, oui, définitivement. On définit un cadre qui n'existait pas ou qui existait mais qui n'était pas appliqué. Et tous à son niveau, je dirais toutes les figures d'autorité, les parents en premier lieu et toutes les figures d'autorité que sont les différentes institutions pourront s'appuyer dessus. J'aimerais qu'on écoute Gabriel Attal qui, à l'occasion d'un déplacement dans un lycée de Vanves, s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute, c'était hier. Il y a évidemment un enjeu de santé mentale pour les jeunes parce qu'on sait que passer 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour à scroller sur des vidéos qui sont parfois des vidéos violentes, évidemment que ça a un impact sur la santé mentale et globalement sur le développement des jeunes. Mais au-delà de ça, c'est un enjeu aussi d'indépendance pour nous, pour le cerveau de nos enfants. Parce que derrière ces plateformes, il y a des puissances qui utilisent aussi ces plateformes pour quelque part coloniser un peu les esprits. Quand on voit que certaines de ces plateformes viennent de pays qui les interdisent dans leur propre pays pour leurs propres enfants. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière. Serge Tisseron, je me tourne vers vous. On a entendu les propos de Gabriel Attal. Il parle avant tout de santé mentale. Les réseaux sociaux ont un impact négatif sur notre santé mentale. Pourquoi est-ce qu'ils nous font du mal? Oui, alors, ils ont un impact négatif sur tous les utilisateurs. Et on pourrait parler aussi des personnes âgées qui sont quand même les premières réceptives aux arnaques financières. Et quand on est réceptif aux arnaques financières, on peut être aussi réceptif aux arnaques idéologiques, aux fake news, etc. D'accord. Bon, ce sont les adolescents qui, aujourd'hui, sont ciblés en premier. Et en effet, c'est très justifié parce que l'ANSES, il y a un rapport de l'ANSES récemment qui a montré toutes les conséquences négatives en termes de comportement répétitif. Alors certains parlent d'addiction, c'est en discussion. Comportement répétitif, stéréotypé, enfermement dans ce qu'on appelle des terriers de lapin, refaire toujours la même chose et puis s'enfoncer dans sa dépression toujours plus ou s'enfoncer dans son anorexie toujours plus. Donc en effet, il y a beaucoup de raisons d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Moi, ce qui me gêne beaucoup, et je pense que de ce point de vue-là, cette loi marque un jour sombre dans la démocratie, c'est qu'on ôte complètement aux parents toute initiative et toute responsabilité. Est-ce que tous les parents sont capables de choisir pour leur enfant? Mais même s'il n'y en avait que 30%, même s'il y en avait que 49%, soyons optimistes, même s'il n'y en avait que 20%, pourquoi leur ôter à eux? Parce que vous savez, les enfants, ils n'ont pas la même taille. Et vous allez dans une classe de 4e, une classe de 3e, classe de seconde, il y a des petits. J'imagine que le terme de taille pour vous est aussi subjectif, ça dit autre chose. Voilà, il y a des petits, il y a des grands. Et bien de la même façon, la maturité, il y en a qui ont une maturité élevée, il y en a qui ont peu de maturité. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça ne dépend pas seulement de l'éducation, ça dépend des facteurs génétiques, de l'éducation précoce, du milieu social. Et rendez-vous compte aussi que dans une classe, il y a des enfants qui arrivent à 15 ans en février, il y en a qui arrivent à 15 ans en décembre. Donc moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas un pouvoir d'initiative des parents, que les réseaux sociaux soient interdits par défaut, c'est très bien, que les parents puissent autoriser, dans la mesure où ils le souhaitent, certaines applications
et sur certaines tranches horaires. J'ajoute que c'est ce qui a été décidé en Grèce et au Danemark, et que de ce point de vue-là, la loi votée en France n'a pas du tout la même portée démocratique que la loi votée au Danemark et en Grèce. C'est un problème démocratique avant d'être un problème social? C'est un problème de protection, mais je pense que les mieux à même de protéger leurs enfants, c'est les parents. Tous ne le feront pas, bien sûr, mais ceux qui ne le font pas, de toute façon, ça sera interdit par défaut. Et ceux qui se préoccupent de leur enfant, ceux-là pourront choisir. Gaëlle, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi cette option? Pourquoi on n'a pas choisi cette option? Je ne sais pas, je ne suis pas le législateur, mais quand je vous entends, j'ai un point au cœur, parce qu'on a été une famille dont la fille a été touchée par cette problématique. Donc elle a été vraiment dans le protocole TikTok, si je puis me dire. Scarification, tentative de suicide au Doliprane, anorexie. Elle a été hospitalisée pendant 1 an et demi. Nous, en tant que parents, j'ai estimé que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir de parents, d'exercer cette figure d'autorité, c'est-à-dire on lui a mis un téléphone quand elle est rentrée en 5e. On aurait préféré que ce soit plus tard, mais on l'a mis avec des règles, avec un contrôle parental, avec des horaires de plus de Wi-Fi le soir à 21h. C'était une jeune fille, une petite fille très active qui faisait de la musique, du théâtre. Ce qui n'a pas empêché la spirale des réseaux sociaux finalement de l'absorber. Ce qui n'a absolument pas empêché la spirale des réseaux. Quand j'entends 3, 4 heures, 5 heures, je pense que ma fille, elle était au grand maximum un quart d'heure à une demi-heure par jour. Mais le trou de lapin dont vous parlez, c'est-à-dire le hameçonnage de dire j'ai ciblé et ce sont des algorithmes que toi tu as 13 ans. Il se trouve qu'on était dans un contexte familial complexe avec des maladies des grands-parents, des maladies de la mère, donc c'était pas folichon. Ben, j'imagine qu'elle a dû, pour ne pas inquiéter ses parents, dire je me sens triste ou je ne sais quoi. Et là elle avait mis a été hameçonnée finalement dans l'engrenage. Hameçonnée. Voilà. Je vais vous donner la parole et on va pouvoir continuer à en parler. J'aimerais juste qu'on présente Geoffroy Carvalino qui est arrivé sur le plateau, conseiller régional d'Île-de-France en charge de la jeunesse. On a commencé ces discussions autour des discussions à l'Assemblée nationale et des propos de Gabriel Attal qui parlait de l'importance de cette régulation pour la santé mentale des jeunes. Une réaction, Serge Tisseron. C'est vrai que vous décriviez finalement le caractère unique de chaque enfant et les trajectoires qui sont infiniment personnelles et individuelles de chacun. Et c'est aussi ce que vous décrivez finalement, oui. Et d'où la nécessité peut-être d'imposer un cadre plus strict, plus rigoureux, qui empêche des destins comme celui-ci. Mais si ce cadre pouvait fonctionner, à la rigueur, j'en serais convaincu. Vous pensez que ça ne va pas marcher? Il y a un certain nombre d'informaticiens quand même qui alertent sur le fait que ça risque d'être très compliqué. Si vous voulez contrôler l'âge de l'utilisateur de réseaux pornographiques, c'est quand même, ça concerne quelque chose qui ne fait question pour personne. Voilà. Tout à fait. Donc les gens qui vont sur les réseaux pédopornographiques, ou pornographiques, ils sont adultes, ils savent à quoi ils s'attendent, ils montrent leurs documents d'identité et tout, et les jeunes qui ne peuvent pas montrer leurs documents d'identité sont bloqués. En revanche, les réseaux sociaux, c'est très différent. Énormément d'adultes utilisent les réseaux sociaux pour des tas de raisons. Ils vont tous être obligés de faire la preuve de leur identité. Et ça, dans une démocratie, moi, je ne suis pas informaticien, mais j'ai entendu des informaticiens dire que c'était quand même ouvrir une porte extrêmement préoccupante. Et on va devoir soumettre un certain nombre de données personnelles, évidemment. Geoffroy Carvalino, une réaction sur ces enjeux d'indépendance également dont parlait Gabriel Attal. Il le dit, il parle de ceux qui façonnent ces plateformes, qui contrôlent finalement nos esprits. On se souvient évidemment de ces grands patrons de la tech qui disaient « Ah non, moi mes enfants n'ont pas de portable et ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux, surtout pas ». Ça doit nous inquiéter, ça aussi. Maintenant, il y a une loi qui est passée au Parlement et je pense qu'il faut en prendre acte. Et c'est vrai qu'il faut protéger notre jeunesse, en fait, des réseaux sociaux, notamment quand ils sont très jeunes. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer des crises d'adolescence, ça peut aussi montrer une image qui ne serait pas la bonne et adaptée. En plus, ça peut créer des discordes entre jeunes sur les réseaux sociaux. C'est un relais violent aussi du harcèlement scolaire, on le rappelle. Un relais violent du harcèlement scolaire et c'est pour cela que nous, à la
région Île-de-France, en fait, on a été un peu précurseur en la matière. On a mis à disposition de différents lycées, en fait, ce qu'on appelle des boîtes de rangement, en fait, pour les téléphones. Portables, non ? Des casiers de portable où, en fait, c'est sécurisé. Ils viennent le déposer dedans, le temps des cours, parce que le temps des cours, c'est fait pour les cours. On s'était rendu compte aussi que, eh bien, en plein cours, il y avait des messages sur Snapchat, notamment, ou différentes applications. Qui venaient perturber les cours, évidemment. Qui venaient perturber les cours. Il y avait des menaces, il y avait également entre élèves, ça pouvait créer des rixes à la sortie des établissements scolaires. Nous, à la région Île-de-France, on travaille justement pour éviter les rixes et faire de la prévention. Donc vous avez sanctuarisé le temps de l'école. Le temps de l'école est un temps d'apprentissage. On a sanctuarisé, bien évidemment, avant que le président de la République et Gabriel Attal ne fassent des propositions. Et maintenant, il y a une loi. On a déjà équipé 140 lycées. On est à la disposition de l'ensemble des 470 lycées publics d'Île-de-France. Et on le voit, les proviseurs nous contactent, on les voit fréquemment. Et c'est véritablement un succès. Il y a eu plusieurs reportages de vos confrères journalistes qui l'ont démontré dans différents départements franciliens pour que ce soit vraiment sanctuarisé lors des cours. Nous-mêmes à la région pour le numérique, parce qu'il faut aussi que nos jeunes, eh bien, ils soient dans le monde actuel. Mais ça, on leur met des outils pédagogique. On va y revenir sur ce sujet parce qu'il pose de nombreuses questions. Vous avez parlé des adolescents et nous, on avait envie de savoir aussi ce qu'ils en pensaient puisque c'est important de comprendre comment le ressentent les premiers concernés. Alors il y a évidemment ceux qui ne sont pas contents, mais il y en a qui pensent qu'on va dans la bonne voie. On va écouter une lycéenne, elle s'appelle Kayla, on l'écoute tout de suite. Ça peut être bien aussi parce que ça peut protéger les plus jeunes parce que certains peuvent être confrontés à des choses qu'ils ne devraient pas avoir aussi jeunes. Donc du coup, je pense que ça peut être bénéfique pour beaucoup, en tout cas. Et vu que c'est général, c'est ça qui peut être bien. Il n'y aura pas tout ce truc, donc justement, comme elles ont dit, d'exclusion de certains. Et du coup, voilà, je pense que c'est plutôt positif. Pas d'exclusion d'un groupe. Je me tourne vers vous parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire une sorte de à la carte avec des parents qui derrière sont capables de prendre le relais et potentiellement d'autoriser l'accès. Ce que dit cette lycéenne, c'est qu'elle dit moi ce que je trouve bien finalement c'est que on est tous logés à la même enseigne donc ça ne crée pas de distorsion. Oui. Alors c'est bien ce que dit cette lycéenne. Mais moi ce que je vous ai dit c'est l'avis du Conseil constitutionnel. Je vous dis l'avis du Conseil constitutionnel. Je vous dis la loi qui a été votée en Grèce et au Danemark. Oui, tout à fait. Et je vous dis la loi votée à l'unanimité par le Sénat sur la proposition de Mme Catherine Morin-Desailly. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. C'est-à-dire une interdiction par défaut, avec possibilité pour les parents, selon les valeurs qu'ils veulent défendre, selon l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant, selon la maturité qu'il a, d'adapter cette mesure. Mais je ne l'invente pas. Je veux dire, c'est en plus l'esprit de la loi de 2023 qui n'a pas reçu de décret d'application, mais qui aurait, parce qu'elle était assez mal formulée par rapport à l'Europe, mais au lieu d'être reformulée, parce que Mme Miller avait très mal formulé sa loi, ce premier état de la loi, qui était retoqué à tous les coups refusés par l'Europe, elle l'a reformulée. La loi de 2023 n'a pas été reformulée pour être acceptée par l'Europe. Pourtant, elle disait exactement ce que je vous ai dit, et c'est ce qui a été voté en Grèce et au Danemark, c'est la possibilité pour les parents, éventuellement, si leur enfant est né le 29 décembre et qu'il est dans une classe où tous les enfants ont un smartphone, et qu'il est à sauter une classe, ou même pas d'ailleurs... D'adapter finalement à la réalité du quotidien des enfants. C'est tout, parce que si vous voulez quand même encore un mot, la grande différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une démocratie, l'État reconnaît aux parents la liberté d'éduquer leur enfant comme ils l'entendent, alors que dans une dictature, c'est l'appareil d'État qui décide de la manière dont un enfant doit être éduqué. Je ne défends pas les réseaux sociaux, je les critique, Madame le sait, depuis bien longtemps, mais je veux dire, je suis très embêté que les parents, dans une démocratie, notre démocratie française, soient dépossédés de leurs possibilités éducatives. Je trouve ça très inquiétant. Et que ce qui a été voté par l'extrême droite, d'ailleurs, ne m'étonne pas. J'aimerais qu'on parle aussi des initiatives indépendantes. Vous nous avez parlé des initiatives de la région Île-de-France, notamment dans les lycées. On se rend compte finalement que même s'il y a beaucoup de bonnes idées là-dedans, ça ne suffit pas toujours. Il y a eu aussi cette initiative, je crois que ça s'appelle The Phone, mais j'ai peur de dire une bêtise. C'est un téléphone qui n'est pas un smartphone, qui permet uniquement de passer des appels et d'envoyer des messages de manière assez classique, sans pouvoir accéder derrière aux réseaux sociaux. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne idée pour dire finalement, on ne rompt pas le lien avec les amis, avec la famille, on peut entrer en communication, c'est aussi rassurant pour les parents. On le sait, il y a on est dans une société violente qui peut être anxiogène, donc on a besoin d'être rassuré, de rassurer ceux qu'on aime. Est-ce que c'est une bonne idée aussi de dire pour le téléphone portable, eh bien, on crée des téléphones portables pour
les jeunes et qui sont adaptés à ses besoins. Moi, ça me paraît une bonne initiative et c'est un peu pour rappeler aussi que c'est pas la même chose quand on a 9 ans et que, je sais pas, on va au collège loin et quand on en a 13 et 14. Donc ça me paraît une bonne initiative, comme pour moi, en tant que parent. Cette loi laisse la porte ouverte à la maison à des ajustements, mais j'ai presque envie de vous dire... il y a beaucoup de lois qui interdisent de boire de l'alcool, etc., qui sont... Non, mais voilà. Allègrement contourné, c'est ce que vous... allègrement contourné et de la propre initiative des parents de pouvoir ajuster. Par contre, à la grande différence, pour moi, la dangerosité de ce qui tourne sur les réseaux sociaux, en tant que parent, on ne peut pas... Le contrôler, c'est impossible. Le contrôler, puisque c'est du sur-mesure à chaque instant, en fonction de chaque poste, etc. Donc cette matière presque générative, alors l'IA, j'en parle même pas, rend la chose totalement incontrôlable. Oui. Et voilà. Oui, alors vous avez raison de parler de l'IA, parce que c'est vrai que quand on critique les réseaux sociaux, il faut bien être conscient qu'on aligne 2 types d'arguments. On aligne des arguments qui sont valables pour énormément de sites sur Internet, indépendamment des réseaux sociaux, y compris les jeux vidéo idiots violents et qui créent une addiction, si on retient le mot, enfin qui créent des comportements répétitifs, etc., addictifs. Et puis maintenant, l'intelligence artificielle, les fameux compagnons digitaux qui simulent une présence, qui répondent, qui sont empathiques, qui disent « je » comme un vrai humain. Ça aussi, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc si vous voulez, c'est très bien qu'on prévoit de fermer la porte aux réseaux sociaux, mais ce que je crains aussi, pour continuer sur la vie des parents, c'est que les parents se disent « ça y est, notre enfant est protégé ». Vous savez, il y a plus de 70% des enfants aujourd'hui qui dorment avec leur smartphone. Aujourd'hui, peut-être il y en a qui vont sur les réseaux sociaux le soir. Croyez-vous qu'ils vont cesser de dormir avec leur smartphone parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux? Non, donc ils trouveront autre chose. Ils vont trouver autre chose d'aussi idiot, et peut-être même pire s'ils vont sur un compagnon digital. Donc c'est ça qui m'ennuie, c'est que finalement, avec la prétention de tenir les jeunes à l'abri de comportements problématiques, ça risque de déplacer un certain nombre de ces comportements problématiques. Disons qu'on ne réglera pas tous les problèmes Sauf s'il y a une éducation et des alternatives. Parce que quand on parle des enfants de la Silicon Valley, auxquels leurs patrons, leurs propriétaires, leur père, leur mère interdisent... Ils sont aussi patrons, par ailleurs. Ils sont aussi patrons, de mon lapsus. Eh bien, c'est qu'ils sont tellement occupés, quand vous voyez leur emploi du temps à 50 000 € par mois, avec des coachs, des poulaillers, des chevaux, etc., on leur donnerait un smartphone, ils n'auraient pas le temps de s'en occuper. Donc, comme je dis depuis 20 ans, plutôt que de donner comme exemple le comportement des patrons de la Silicon Valley, il vaudrait mieux donner à tous nos enfants français un petit peu de ce dont bénéficient les enfants des patrons de la Silicon Valley, c'est-à-dire des territoires de jeu. D'ailleurs, Jonathan Hecht, qui a quand même été beaucoup à l'origine de ce mouvement hostile aux réseaux sociaux, eh bien, le premier chapitre de son livre, c'est quoi? C'est un chapitre sur le caractère indispensable de créer des terrains de jeu libres pour les enfants. Qui a relayé en France, parmi les politiques ou même parmi les journalistes, cette revendication majeure de Jonathan Hecht qui a été à l'origine de la condamnation des réseaux sociaux? Que font les villes pour créer aujourd'hui des espaces de jeu, des terrains de jeu? Rien. Donc il faut qu'il y ait des propositions, c'est ce que vous nous expliquez. On ne peut pas simplement interdire les réseaux sociaux et imaginer que ça va remplir les espaces de créativité, de loisirs, de temps passé pour soi et de repos. Parce que l'addiction, elle est à l'objet smartphone, donc ils vont changer de crèmerie. D'application et d'usage. Ils vont changer de crèmerie. Geoffroy Carvalino, on avait parlé dans cette émission d'un maire qui avait une initiative en Ile-de-France, c'est le maire de Seine-Port. Il prenait le 0 portable dans l'espace public. Alors on va l'écouter, nous raconter finalement l'objectif de cette mesure et puis je vous ferai réagir dans la foulée. Plutôt que de faire la surveillance, on va préférer la bienveillance. C'est-à-dire de dire aux gens qui seront avec leur smartphone dans la rue, s'il vous plaît, rangez-le. Aux enfants, c'est interdit. Les enfants de 10 à 14 ans sont 8 heures par jour devant un écran. Il nous faut réagir. C'est un problème de santé publique, c'est un problème de sécurité et de développement cognitif de nos enfants. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des initiatives comme celle-ci qui fleurissent, qui sont plus ou moins acceptées, plus ou moins acceptables, plus ou moins respectées aussi. Est-ce qu'on ne doit pas se suffire d'une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et se dire, on va aussi prendre toutes les initiatives finalement autour de nous?
Je pense que toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre parce qu'en plus, en ce moment, on va avoir un débat qui est celui des élections municipales, qui est pour moi le plus grand débat qu'on va avoir avant l'élection présidentielle. Et c'est vrai que ça peut venir la solution des collectivités, des mairies, par des maires qui prennent l'initiative, par des espaces de jeu, des ouvertures de maisons de jeunesse, de faire en sorte que les jeunes aient accès à la culture. Par exemple, tous les jeunes, ils ont droit au musée gratuit pour tous les moins de 26 ans. Donc là aussi, il y a C'est pas un peu utopique d'imaginer que les jeunes qui étaient 4 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux vont se dire tiens, je vais aller au musée? Non, c'est aussi à... Non, mais c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question, mais c'est aussi à nous, adultes, de faire de la pédagogie, d'expliquer qu'il y a des moments... De donner envie. Voilà, il y a des moments pour les cours, et nous, encore une fois, la région, on met à disposition des lycées, enfin, ces blocs pour ranger les portables étant des cours, on met à disposition des outils numériques sur lesquels ils vont pouvoir s'exercer, parce que notre jeunesse, elle doit rester bien évidemment connectée, mais sur du pédagogique. Et puis, le soir, ou les week-ends, ou pendant les vacances scolaires, eh bien, il faut imaginer des nouvelles choses pour toutes celles et ceux qui n'auront pas accès aux réseaux sociaux, pour encore une fois les protéger, notamment les moins de 15 ans. On le voit, nous on l'a assisté, je peux parler de RICS, je peux parler d'harcèlement scolaire, beaucoup de choses naissent en fait des échanges sur les réseaux sociaux, et donc il faut imaginer tous ensemble un peu le monde de demain pour notre jeunesse. Je pense mais c'est un gros projet. Hein. Oui, c'est un gros projet, mais si on ne le fait pas maintenant, il sera peut-être trop tard. On voit l'intelligence artificielle qui est en train d'évoluer également. Là, on parle des réseaux sociaux, mais peut-être que dans 2-3 ans, ou même moins de temps que ça évolue tellement vite. On voit des adultes qui préfèrent avoir des conjoints en intelligence artificielle plutôt que de vrais conjoints avec toutes les contraintes. Oui, il faut revenir à l'humain. L'humain, c'est le contact, c'est de se voir. C'est vrai qu'aussi, on n'en parle pas assez pour la jeunesse, mais la crise de la Covid, où ils ont été confinés pendant un certain temps. Il y a eu quand même des conséquences importantes sur l'utilisation des portables. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, parce que souvent c'était seulement les parents qui allaient faire des courses pendant 1 heure. Ensuite, ils étaient branchés soit sur leur smartphone ou des tablettes numériques. Et donc tout ça, ça a créé de l'anxiété. Ils se sont encore plus rapprochés à ce moment-là des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous connectés, toutes les générations confondues, et c'est très facile d'avoir accès, mais il faut les protéger, et donc c'est pour ça aussi que les collectivités locales ont toutes leur rôle là-dedans pour agir. Bien sûr, à jouer. Et donc, à la suite de ce que vous dites, j'imagine que vous militez pour que les cours de récréation et les gymnases des écoles soient ouverts le week-end. Bien sûr, bien sûr. Ça serait bien quand même, ça serait le minimum, en attendant que des terrains de jeu spécifiques soient ouverts. Évidemment, ouverts aux associations dans différentes villes. Par exemple, aussi, nous à la région, on finance les équipements sportifs qui sont ouverts dans les villes pour les lycéens. On milite sur tout ça. Il y a même, je sais, des maires qui ouvrent les bibliothèques et les médiathèques le dimanche. Et ça aussi, c'est très important. Gaël Bay, vous parliez tout à l'heure de la situation de votre fille. Vous nous expliquiez des enjeux aussi qui ont trait à des enjeux de santé mentale. On comprend bien que les réseaux sociaux, c'est aussi un facteur aggravant. C'est quelque chose qui va venir chercher finalement ce qui va déjà mal chez certains et les emmener dans une spirale qui finalement, vous le disiez tout à l'heure, les hameçonne et les entraîne dans quelque chose qui devient impossible à en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de santé mentale à proprement parler, indépendamment de cette interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui est positive pour leur bien-être? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi à comment accompagner les jeunes sur le plan de la santé mentale? C'est sûr, sachant que je trouve qu'en ce moment, la thématique de la santé mentale est beaucoup abordée. J'ai presque envie de vous dire que quand on a 13 ans et quand on traverse l'adolescence, on vit une période de bouleversement majeur. Est-ce que c'est un problème de santé mentale? Bon, je pose cette première question. 1. 2. Je vais prendre mon cas personnel. Au final, c'est celui que je connais bien. On a une jeune fille... alors j'ouvre la parenthèse, qui a vécu les attentats quand elle était en maternelle primaire, et puis le confinement. Et il se trouve que dans sa famille, son grand-père, sa grand-mère et sa mère traversent une période de santé, je vais nommer cancer, Alzheimer. Ça fait partie de la vie en fait. Mais c'est des choses qui sont lourdes à porter. Tout à fait, mais j'ai envie de vous dire, c'est des choses que tout être humain a traversé. Ce livre, Génération anxieuse, d'ailleurs, parle de ça, du fait qu'on est des êtres fragiles par essence.
Est-ce qu'on peut dire que ma fille avait un problème de santé mentale? Je dirais, elle était une adolescente parfaitement heureuse, normale, dans une famille absolument sans histoire, et que, de mon point de vue, et je peux vous assurer que ça a été compliqué à traverser, et je pourrais le réaborder, j'ai eu l'impression qu'elle est tombée sur un toboggan, c'est-à-dire ce fameux trou de... Il y a quelque chose qui a dérapé. Nous, au début, on s'est dit, c'est un peu dur. Ah, c'est ça l'adolescence. Et en l'espace de quelques mois, descente aux enfers. Si je peux continuer un tout petit peu après. Et on se retrouve dans une situation médicale extrêmement complexe, en hospitalisation, avec beaucoup de psychiatres, enfin, toute équipe... qui nous disent d'une certaine façon, tout symptôme a une fonction et tout enfant placé dans un système familial est un peu le symptôme de ce système familial. Je vais la faire courte. Le problème de la situation, c'est vous. Pardon d'hyper-schématiser, mais... Et moi, j'avais l'intime conviction que quelque chose se passait ailleurs, et qu'il y avait ce toboggan-là que Alors, ce que vous dites est très important parce qu'en effet, beaucoup d'études montrent que soumis aux mêmes difficultés, soumis aux mêmes influences, tout le monde, adulte ou enfant, ne réagit pas de la même manière. Bien sûr. Donc, quand on est confronté à des difficultés, quand une population est confrontée à des difficultés, il y a toujours deux manières d'envisager les choses: réduire les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection. Or, cette loi, effectivement, part d'une bonne intention, réduire, et même réduire à néant, les facteurs de risque jusqu'à 15 ans. Les facteurs de risque identifiés... Pour éviter ce fameux toboggan. Voilà, des facteurs de risque identifiés, réseaux sociaux, mais encore une fois, il y en a d'autres sur Internet. Vraiment. Par contre, rien n'est dit, mais rien sur l'augmentation des facteurs de protection. Et ça, c'est un silence assourdissant. Je suis scandalisé que l'éducation nationale n'ait pas un petit mot quand même pour rappeler que l'éducation numérique, il y a quand même le Clémy qui s'en occupe, il y a Canopé, et que ça vaudrait la peine de le faire encore plus compte tenu de la situation. Ça, c'est dramatique. Donc, c'est pas l'un sans l'autre? Non, c'est pas l'un sans l'autre. Dans l'éducation, on interdit, on encourage. Mais il faut proposer. On diminue les facteurs de risque, on augmente les facteurs de protection. Et plus les enfants grandissent, moins on agit sur les facteurs de risque et plus on agit sur les facteurs de protection parce que l'enfant est capable de se prendre en charge lui-même. Et ça, rien. Et ça, c'est très important. Rien n'est prévu. Ouais. Geoffroy Carvalino, vous parliez tout à l'heure de cette société ultra connectée dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue. L'idée n'étant pas de créer demain des jeunes adultes qui sont incompatibles avec la société dans laquelle ils vivent. Ils ont des parents qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone portable aussi, c'est une réalité, ils voient ça dans leur quotidien. Il y a ce député de la France Insoumise, Rodrigo Arenas, qui parlait de cette forme aussi d'incohérence avec cette éducation nationale qui utilise du numérique, qui utilise Pronote par exemple pour communiquer avec les parents. Il y a Parcoursup aussi qui permet de saisir ses choix pour l'avenir, encore une fois sur une plateforme numérique. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre le fait d'éduquer nos enfants à ces outils numériques et en même temps en leur disant faites-le intelligemment et faites-le dans un environnement sûr et fiable? Effectivement, il faut différencier les deux. Il y a le téléphone portable qui contient des applications mobiles, des réseaux sociaux, des connexions avec notamment des camarades ou même des gens qu'on ne connaît pas, qui peuvent être sur les réseaux, sur aussi des jeux vidéo. Donc, il faut faire la différence avec ça. Et l'autre chose, c'est les outils pédagogiques. Donc si je caricature, il y a le récréatif, et le pédagogique. Oui, et le pédagogique. Dedans, vous avez des ressources culturelles, vous avez les livres scolaires maintenant, qui peuvent être aussi avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, ces outils numériques, ils sont bons. Et dessus, il n'y a pas d'interface, en fait, comme on peut avoir les camarades sur un smartphone. Et c'est ça qui permet, en fait, aux jeunes de rester connectés. Il y a des cours de codage également. Et puis après, c'est normal de savoir utiliser différentes applications, par exemple on va utiliser dans notre métier ensuite aussi. Traitement de texte, tableur, bien sûr. Tout ça. Et c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il faut faire la différence entre les deux. C'est très important. Et j'ajoute aussi que... Mais c'est pas facile, notamment pour les ados qui peuvent ne pas comprendre ce qui se c'est pas trame. évident. Mais sur ça, je pense qu'il y a deux rôles, bien évidemment, qui sont pas forcément évidents dans la société dans laquelle on est. Il y a le rôle des parents. Et là aussi, c'est un rôle prépondérant, mais ça peut être très difficile aussi pour certains parents d'aborder certaines questions avec leurs enfants. Et aussi le rôle des professeurs qui sont là, en fait, pour vraiment expliquer l'usage de certains outils. Et dès le plus jeune âge. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on voit les jeunes enfants qui
entre 1 ou 2 ans, vous leur mettez un livre dans les mains, ils font le signe d'un déverrouillage en fait, d'écran. C'est terrifiant. Et c'est pour ça qu'aussi nous, pour les lycéens, on a mis en place une aide de 100 € pour une activité sportive et culturelle qu'on a ouvert depuis septembre à l'achat de livres dans des librairies indépendantes. Parce qu'aussi, il faut redonner le goût de la lecture. Et la lecture, encore une fois, faire des propositions alternatives, constructives, qui donnent envie. Et la lecture, c'est l'épanouissement, c'est la réflexion, c'est l'évasion. C'est un autre monde ouvert sur l'autre aussi, tout à fait. Quand on lit des grands romans, quand on lit des choses qui nous emportent, de grands auteurs, eh bien, ça aussi, ça compte et on peut aussi jouer là-dessus et faire des propositions. C'est une discussion. C'est plus facile. Ça sera vraiment le mot de la fin. Vous avez 10 secondes. Vous y arriverez ? Je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, je suis désolée. On prévoira évidemment une discussion. Il y a des zones grises quand même comme WhatsApp, qui est utilisé à la fois pour l'école et qui est utilisé aussi pour des tas d'échanges. Et même il y a du TikTok qui passe sur WhatsApp par des élèves qui le mettent. Donc je veux dire que la loi laisse, vous voyez, ouvert beaucoup de problèmes. Et la frontière n'est pas évidente à poser, évidemment. On prévoira évidemment une discussion autour du sujet puisque c'est un sujet ô combien intéressant et surtout important. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour en discuter avec moi et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le château de Versailles présente une exposition consacrée au grand dauphin Louis de France, fils aîné de Louis XIV, un prince méconnu que l'on découvre au travers de 250 œuvres. Héritier du trône, le grand dauphin s'est retrouvé au cœur des ambitions dynastiques sans finalement jamais accéder au trône, et ce malgré le destin qui était le sien. On va en parler avec Lionel Arsac, vous êtes commissaire de cette exposition. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'abord faire un peu de généalogie et reprendre son arbre généalogique. Louis de France, qui est donc le fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, qui était donc naturellement destiné à régner. Exactement, puisque c'était le fils aîné et donc dauphin. Il devait régner, il a été formé pour régner, pour être un roi parfait, et le destin en a voulu autrement finalement. On va reprendre les propos de Saint-Simon qui dit de lui « fils de roi, père de roi et jamais roi ». C'est un peu finalement le propos de cette exposition, puisque vous allez revenir sur la manière dont il est né pour être roi et il a été éduqué de la sorte, la manière dont lui a vécu aussi sa vie et sa vie de famille. Il a d'ailleurs donné naissance à un futur roi sans jamais régner. C'est le propos. On va revenir sur le début de sa vie. Il est né en 1661 à Fontainebleau. Exactement, le 1er novembre 1661, au château royal de Fontainebleau, en présence de toute la cour. C'était bien évidemment un événement très très attendu. Il faut imaginer qu'on est dans la monarchie absolue de droit divin et donc on récite des prières, le peuple est dans les églises en espérant que la reine accouche d'un dauphin. Puisque une naissance royale à l'époque était gage de stabilité, de paix. Et 10 ans après la Fronde, le peuple attendait ça justement. Il est nommé Monseigneur dès sa naissance. Il devient rapidement le seul enfant légitime à survivre, donc le dauphin de France. Est-ce qu'il est voué à régner ? C'est la manière dont les choses doivent fonctionner. Exactement. En tant que fils aîné, c'est le successeur naturel, légal de Louis XIV. Il n'y a pas de conflit autour de sa succession. Non, il n'y a pas du tout. Non. Pas de concurrence sur ce trône. Absolument pas. Non. Les choses sont très claires à ce moment-là. Et en effet, il est amené toute son éducation et accès pour que justement il puisse apprendre son futur métier de roi. Et c'est le deuxième personnage le plus important du royaume, derrière son père, évidemment. Vous avez commencé à le dire, mais on remarque qu'il est l'objet de toutes les attentions et d'une éducation millimétrée, absolument parfaite. Ça, c'est documenté, on le sait. C'est documenté grâce aux sources, aux mémorialistes, aux journaux. Vos prédécesseurs avaient documenté sa naissance, les fêtes religieuses, mais aussi civiques, avec des grandes, je pense au carrousel des Tuileries, qui avait eu lieu l'année d'après pour commémorer sa naissance. Et puis toutes les grandes étapes de sa vie ont fait l'objet de recensions par les courtisans, par les gazetiers, etc. Donc en effet, tout est assez bien connu. On note que Louis XIV a cherché à donner toutes les clés à son fils pour être le meilleur roi possible. Ça passe par les meilleurs précepteurs, des matières enseignées avec une éducation plutôt moderne, en tout cas innovante. Il faut savoir que Louis XIV s'est lui-même plaint d'avoir reçu une très mauvaise éducation dans sa jeunesse. Il le regrettait. De ne pas être suffisamment préparé ? Exactement. Alors qu'il
il a été quand même un des rois principaux majeurs de l'histoire de France, mais en tout cas pour son fils, il va vraiment déployer les gros moyens en surveillant les nominations, les professeurs, en veillant lui-même d'ailleurs au devoir que... C'est assez rare, non, pour un roi-père? Oui, mais je pense que Louis XIV, c'est le roi des superlatifs. Donc vraiment, il a mis tous les moyens possibles pour son fils. Et il y a eu une forme d'ailleurs de proximité entre eux qui s'est concrétisée, qui s'est nouée dès la petite enfance, tellement le roi était présent. En fait, il voulait absolument former son fils et songeait même qu'il a dicté ses mémoires pour l'instruction du dauphin. On en conserve plusieurs volumes. Un est exposé en ce moment au château de Versailles. Mémoires dans lesquelles, parfois, c'est le père qui parle à son fils, donc sur un ton plus familier, mais souvent, c'est le roi qui parle à son successeur et qui lui conseille comment agir en cas de problème, de révolte, ou comment se tenir, comment être roi, tout simplement. On note aussi ses formations en stratégie, en art de la guerre, avec ses exercices dans des forts militaires. Exactement. Qui sont en parallèle d'un cadre de vie extrêmement fastueux. Bien évidemment. Alors, il y a l'étiquette aussi qu'il faut respecter. Il y a l'étiquette dont il connaît bien évidemment tous les secrets. Il faut bien comprendre que le dauphin, comme vous l'avez dit, numéro 2 du royaume, reçoit très jeune des ambassades, les courtisans viennent lui rendre hommage. Donc il est habitué dès sa plus tendre enfance à la représentation. Oui. À 19 ans, il va finalement se marier à Marie-Anne de Bavière, comme le prévoyait un traité d'alliance entre la France et la Bavière en 1670. Est-ce que c'est un mariage d'amour ? Alors non, malheureusement... C'est rare à l'époque. Oui, à l'époque, c'est plutôt rare, mais quand même, la dauphine, donc la princesse bavaroise, va vivre 10 ans à Versailles. Et on considère aujourd'hui que les 5 premières années sont plutôt heureuses. Elle s'entend bien avec son époux. Elle tient son rang, comme on dit, puisqu'en plus, elle va devenir la première femme du royaume à la mort de la reine. Au décès de Marie-Thérèse qui intervient assez tôt. En 83, donc 3 ans après son arrivée à Versailles. Exactement. Et puis, en effet, les choses se distendent un peu. Le dauphin est un homme à femme, particulièrement infidèle. Elle fait plusieurs fausses couches et ce que l'on qualifierait aujourd'hui de dépression, mais qu'à l'époque on ne nommait pas ainsi. Donc la malheureuse vit de plus en plus recluse. C'est une fin assez triste que celle de la dauphine. Il aura 3 fils, ils auront 3 fils, dont le futur roi d'Espagne, Philippe V, qui a fondé une dynastie qui règne encore aujourd'hui. Tout à fait. Quand on dit père de roi, c'est au sens premier du terme. Exactement, grâce au duc d'Anjou, qui est son deuxième garçon, le cadet, qui devient, comme vous l'avez dit, en 1700, roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. C'est une histoire assez compliquée que l'on évoque, là encore, dans l'exposition. Et en effet, Philippe V va fonder la dynastie des Bourbons en Espagne, qui règne toujours, le roi actuel étant Philippe VI. Tout à fait. Facile à retenir. On note aussi et on découvre dans cette exposition à quel point le grand dauphin était un immense collectionneur, un passionné d'art. Il réunissait des toiles de maître, des meubles rares, des bronzes, des porcelaines, des gemmes, et il n'avait de cesse d'embellir son domaine, et ce jusqu'à sa mort. On peut dire qu'il avait un goût de tressure. Absolument, ça a vraiment été un amateur, peut-être au sens moderne du terme, dans le sens où alors, il y a la quantité, bien évidemment, mais il y a surtout la qualité, avec un choix d'œuvres très prestigieux, s'intéressant parfois même aux provenances, ce qui est quand même assez moderne. Et, avec des goûts qui dépassent finalement ceux de ton père. Il y a des goûts parallèles avec son père, qu'il a formé d'ailleurs. Forcément. Il était lui-même un grand amateur d'art, mais dans certains domaines, et notamment les porcelaines et les gemmes, c'est-à-dire les objets en pierre semi-précieuse, en pierre dure ou en cristal de roche, sa collection dépassait celle de Louis XIV. Et je suis très heureux car on a obtenu des prix absolument incroyables pour cette exposition de chefs-d'œuvre absolus de l'art qui sont dispersés dans toute l'Europe et qui permettent de mettre en lumière ce goût. Et parce qu'il a été amateur d'art, collectionneur, mais aussi un grand mécène qui a suivi et même accompagné des artistes. Il a mécéné des artistes qu'on qualifierait aujourd'hui d'avant-gardistes. À partir des années 1690. Ça dit son intérêt pour la chose et son goût très sûr. Absolument, absolument. Un goût très sûr, une passion, je pense, sincère pour l'art, qu'il rassemblait dans ses appartements à Versailles. C'est le mythique cabinet des glaces aussi qu'on peut découvrir de cet appartement du Grand Dauphin. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir la qualité des œuvres qu'il collectionnait et son goût. Il était aussi amateur de chasse et d'autres formes d'art, je pense au théâtre, à l'opéra, au bal masqué, au carrousel équestre. C'est un
un érudit finalement, quelqu'un qui a appris beaucoup de choses et qui avait envie d'être dans toutes les formes d'art, dans toutes les formes de culture, qui s'intéressait à tout. On peut le voir comme ça. Érudit, peut-être pas. Non, pas érudit. Je pense que c'était quelqu'un qui avait reçu une éducation très solide dans tous les domaines, cultivé, ça indéniablement. Érudit, je ne pense pas. En revanche, amateur de plaisir. C'est un bon vivant, le dauphin, monseigneur. Il mécène les compositeurs, les dramaturges par devoir, c'est ce qu'on attend d'un futur roi, mais aussi par goût personnel. Et les choix qu'il fait, les personnes qu'il soutient, sont parfois différentes de celles que soutient son père Louis XIV. Donc ce sont des choix affirmés. Ce sont quand même des choix affirmés, mais qui rentrent dans un cadre, si vous voulez, attendu chez un prince de ce rang. On sait qu'il meurt avant son père, 4 ans avant son père, raison pour laquelle il ne sera jamais roi. Exactement. De quoi est-il décédé ? Alors, il est mort d'une maladie qui était très fréquente à l'époque, à savoir la variole. Je ne veux pas effrayer vos auditeurs, mais sa tête a enflé au point que il s'est étouffé littéralement. Et il a laissé un roi, Louis XIV, absolument dévasté. On a des témoignages très poignants des contemporains qui nous décrivent un Louis XIV tenant son conseil, parce que malgré tout, il y a les affaires de l'État. Les affaires de l'État continuent. Et qui ne peut parler tellement ses yeux pleurent. Et les ministres autour restent absolument interdits. Est-ce qu'on sait pourquoi il pleure ? C'est de tristesse. Est-ce qu'il pleure parce qu'il perd un enfant ou parce qu'il est désespéré aussi derrière de l'avenir de la France ? Je pense un peu les deux, mais vraiment... ils étaient très proches. C'est ce qu'on montre dans l'exposition, ils étaient très proches. Louis XIV a même écrit qu'il perdait un ami en perdant son fils. Donc très proche, et puis en effet, le pauvre souverain n'est pas au bout de ses peines, puisque ça va être une hécatombe dans la famille royale. La succession va être extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Les 2 fils qui restent en France du dauphin meurent successivement, son petit-fils aussi. Tout repose finalement sur un enfant qui va avoir 5 ans lorsqu'il devient roi, c'est notre Louis XV. Donc voilà, une histoire qui avait si bien commencé, finit... Se termine finalement de manière tragique. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il était si peu connu ? Pourquoi est-ce qu'on connaît si mal son histoire ? Justement parce qu'il n'a jamais régné, mais on aurait pu le connaître sous cet angle de collectionneur, de grand mécène, d'homme cultivé. C'est une très bonne question que je me suis beaucoup posée. Alors je pense que l'une des réponses, c'est le fait qu'il n'ait pas régné, et aussi que l'histoire apprécie les héros un peu troubles. Or, le dauphin a ce mérite, c'est qu'il ne s'est jamais rebellé contre l'autorité paternelle. Donc, il n'a pas fait de grandes vagues, si vous voulez. Donc, je pense que ça l'a un peu desservi dans la mémoire collective. C'était l'occasion de lui rendre hommage, donc, dans cette exposition. Exactement. Et on le réhabilite un peu, puisque Saint-Simon, comme vous l'avez dit, a eu cette phrase très belle, « Fils de roi, père de roi et jamais roi ». Il a dit des choses bien horribles sur cet homme, noyé dans sa graisse et dans son apathie, une boule roulant au hasard de l'impulsion d'autrui, qu'il eût été un roi pernicieux. Enfin, des choses que on remet un peu en perspective grâce justement à un travail archivistique et cette réunion d'objets absolument magnifique. Oui, c'est des œuvres magnifiques qui sont présentées et qui montrent bien qu'il avait un goût et des convictions, qu'il avait une personnalité. Et qui sont réunies grâce à des prêts de collections, vous l'avez rappelé, de musées et d'organismes de toute l'Europe qui ont accepté de travailler avec vous pour permettre cette exposition au château de Versailles, une exposition consacrée au grand dauphin Louis de France. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci pour votre accueil. Merci. Avec plaisir. On passe tout de suite à la conso. Aujourd'hui, un point sur l'immobilier en Ile-de-France et à Paris pour évoquer les grandes tendances du marché. On va parler des prix, mais aussi du volume de vente, des conditions de crédit. Bien sûr, on évoquera également le marché de la location qui traverse une période difficile. Et on vous parlera, bien sûr, du dernier numéro de Propriété Le Figaro. Tout ça avec Olivier Marin. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Je rappelle, bonsoir. Oui, il est 19h. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef pour Le Figaro. Oui. IMO. On va parler de l'activité et de l'actualité du marché immobilier à Paris et en Ile-de-France. Est-ce qu'il se porte bien, ce marché ? Alors, ça va mieux. L'activité se porte bien au niveau des transactions, c'est-à-dire on vend, on achète des maisons, des appartements. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a eu véritablement une reprise en 2025 par Ile-de-France, comme pour l'ensemble du pays. On a vu plus 10% au niveau des ventes et plus 10% que ce soit à Paris ou en région Île-de-France, donc ça va mieux du côté de l'activité. C'est parce que les prix sont plus favorables ou pas vraiment ? Les prix en moyenne se sont stabilisés, mais on va le voir. En fait, on a une évolution qui est très contrastée.
Ça va bien au niveau des transactions, ça va mal du côté des locations, dans un contexte où les taux de crédit, les taux d'intérêt remontent un petit peu. On était à 3,06 au meilleur moment de l'année dernière. On est à 3,17% en ce moment. Et les banques continuent de remonter légèrement leur taux d'intérêt. Donc il faut faire attention parce que quand on achète, généralement on passe par la case emprunt. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. Alors sur l'évolution des prix des appartements, moyenne en Ile-de-France, on est à 6 200 € en moyenne par mètre carré. Ça dépend beaucoup des départements. Hein. Oui, voilà. Alors justement, on voit la disparité. Là, on a la projection des avant-contrats des notaires pour le mois de février. OK. Donc, départements les plus chers, c'est les Hauts-de-Seine, sans surprise. On est à 6 000 € du mètre carré en moyenne. Les moins élevés, Seine-Saint-Denis, 3 008. Et puis, on a Paris, 9 650 € en moyenne par mètre carré. On est sous la barre des 10 000, moi je me réjouis de ça. Sous la barre symbolique des 10 000 € par mètre carré, effectivement. Et on voit d'ailleurs dans cette courbe qu'on est monté très très haut. On avait dépassé les 10 000 €, on était à 10 500 € il y a 2-3 ans. Et puis les prix ont légèrement baissé. Et pour l'instant, en fait, ça se stabilise, c'est ça ? Ça se stabilise un petit peu. Un mot tout de même des maisons. Prix moyen d'une maison en Ile-de-France ? Aucune idée. 327 000 €. D'accord. Là aussi des disparités. 250 000 en Seine-et-Marne. Et ça monte jusqu'à près de 400 000 € dans les Yvelines. Paris intramuros, maintenant on va voir justement. Donc appartement, la moyenne, 9 630 €. C'est une moyenne. On va voir justement la carte des arrondissements parce qu'il y a des disparités. Voilà, ça c'est la carte des arrondissements parisiens et les prix, ça donne une idée. Donc on voit le 15e arrondissement, 8 960, on est dans le 19e à 7 008, et puis Paris-Centre, alors là, l'attractivité parisienne, la culture, le monde étudiant, l'histoire, les étrangers qui veulent acheter, on voit les différences de prix. On voit qu'au sein de la même ville, entre le 6e arrondissement à 14 000 € du mètre carré, et le 19e, 7 800 € par mètre carré. Double, hein. On est quasiment, c'est ça, au sein de la même ville, il y a des disparités, qu'on parle de fracture des territoires. Là, vraiment, à Paris, il y a ces fractures. Visible, hein. Et on a Quartier-Odéon, 15 000 € par mètre carré. Stalingrad, 7 008. Donc là aussi, on voit cette disparité. Qui sont importantes. Et ça va se creuser. Alors, aussi, il y a un phénomène à Paris, qu'on trouve d'ailleurs dans les grandes villes, on trouve de moins en moins de locations. Je regardais sur Figaro Immobilier, on a les annonces. Bien à la vente à Paris actuellement, 15 300. Il y a 15 300 biens à la vente. C'est beaucoup ? À Paris, c'est dans la moyenne. Bien à la location à Paris. J'ai peur. 4 300. Alors j'ai regardé chez les concurrents, Se Loger, bien ici, c'est exactement les mêmes proportions. On a Se Loger, 20 000 biens à la vente à Paris, 6 900 biens à la location, donc c'est vraiment 3 fois moins. Ça vient de quoi ? Alors, ça vient, c'est de plus en plus difficile, justement, et certains ont basculé sur Airbnb. Il y a une étude très intéressante de l'APUR, qui est l'Atelier parisien d'urbanisme, qui a fait cette étude la semaine dernière, et là, on voit l'impact d'Airbnb, c'est absolument incroyable. Je vous disais 4 500 biens à la location, on va dire longue durée, à Paris. Combien de locations via Airbnb à Paris ? Actuellement, ça c'est l'étude de l'APUR du mois d'octobre. Octobre 2025, oui, donc c'est récent. Octobre 2025, c'est très récent, 53 000. 53 000, oui, absolument. Donc ça vous donne quand même l'idée de biens sont des logements, la plupart entiers. Qui pourraient donc être loués en location longue durée. Absolument, 5 400 sont des chambres. Alors après, on peut voir, certains ne peuvent le louer que 1 ou 2 journées, voire 3 jours, 4 jours, mais en tout cas, ce sont les biens disponibles, réellement disponibles, réservables au moins un jour sur l'année, 53 000 à Paris, des appartements donc entiers, et sur le long terme, la progression, elle est hallucinante, parce que entre 2015 et 2025, plus 90%, plus 9% par an d'annonces Airbnb. Alors, ça vient du plafonnement des loyers aussi, non ? Alors notamment, il y a moins de contraintes, il n'y a pas d'encadrement de loyer, il n'y a pas d'obligation de rénovation énergétique. Donc voilà, certains se sont dit, bon, après tout, il y a moins de taxes, allons-y. C'est un choix politique. Après, mais alors, ce qui est important de savoir, c'est que pendant la période des Jeux Olympiques, c'est monté encore plus haut. Oui, là, c'était un pic. Il y a eu un pic, on était à 79 000. Wow. Donc là, ça redescend. Il faut dire qu'on nous promettait, mais des nuitées assez extraordinaires. Hein. Oui. Et puis alors, il faut savoir par rapport à Airbnb, si on prend l'ensemble du parc de logements
à Paris. Ça représente 3,5%. Alors on peut se dire, bon, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais du parc de logement, c'est pas... Du parc total de logement. Mais voilà, mais il y a certains quartiers... Mais j'ai vu Paris-Centre, là, c'est incroyable. Paris-Centre, c'est-à-dire que typiquement, Opéra, Notre-Dame et les Champs-Élysées, ça représente 30% incroyable. Du parc de logement. Mais pardon, mais ça bouleverse complètement la manière dont fonctionne un quartier aussi. Et ça va au-delà de, c'est pas le côté je loue mon appartement pendant que je suis parti en vacances. Oui, j'ai un week-end 2 fois dans l'année. 4 loueurs sur 10 sont des multi-loueurs. Ont plusieurs biens. Donc des investisseurs. Oui, c'est un véritable aussi business. C'est vrai que donc voilà. Alors après, sur le Grand Paris, si on élargit, les villes intéressantes, en tout cas pour Airbnb, où il y en a de plus en plus, c'est Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Montreuil et Saint-Ouen. Alors ça vient de quoi, des pôles d'attractivité autour? Pôles d'attractivité, absolument, Victoire. Voilà. En tout cas, tout ça, ce sont des logements qui servent au tourisme. C'est des logements aussi en moins pour les habitants, c'est des logements en moins pour les étudiants. Donc, on a une petite pensée aussi pour les hôteliers qui ont bien du mal à trouver preneur avec cette concurrence très forte. Absolument. Donc voilà, c'est un choix après politique. Ce sera difficile, je pense, de revenir en arrière. 53 000 à Paris. C'est énorme. Voilà, c'est quand même beaucoup quand on voit 4 000 locations dans le privé sur la longue durée. Avec des conditions qui sont hyper dures pour ceux qui souhaitent louer. Les appartements sont pris dans l'heure parfois. Ah oui, non, mais absolument. Il faut avoir des dossiers impeccables, c'est difficile. Absolument. Je vois que madame... Je maîtrise. Conditions de crédit, juste un petit mot. Enfin, on l'évoquait tout à l'heure. Donc là-dessus, on est à 3,17% en moyenne, toute durée confondue. Ça reste intéressant. Normalement, c'est difficile. On est dans une période d'instabilité, mais si on doit se projeter, certains des observateurs ont fait des projections à 2 ans. Donc c'est quand même risqué, mais enfin bon, pourquoi pas. Ils pensent que d'ici 2 ans, fin d'année 2027, s'il n'y a pas de bouleversement géopolitique, économique, politique, on devrait être encore sous la barre des 4% pour les taux d'intérêt. Donc ça risque de se stabiliser. À peu près. Alors il faudra surveiller les prix. Là aussi, normalement, il y aura une légère progression des prix. Mais c'est à suivre. En tout cas, pour les primo-accédants, il y a des périodes très intéressantes là en ce moment, notamment pour ceux qui souhaitent acheter dans le neuf, avec le prêt à taux zéro notamment. On peut devenir propriétaire d'un logement neuf avec une couverture sur le prêt sans intérêt qui peut aller jusqu'à 50% pour un appartement neuf. C'est énorme. 30% pour une maison neuve. Et puis, on a vu que le gouvernement aussi installe maintenant un nouveau dispositif d'investissement locatif. On en reparlera. Mais c'est des conditions favorables. Et on dit un mot de propriété, le Figaro, quand même. Plus qu'un mot, Plus qu'un mot. Parce que alors là, c'est quand même le numéro pour rêver. Alors, c'est le clin d'œil, bien sûr, aux 200 ans du Figaro. Avec 3 sections dossiers rédactionnels. On est quand même sur un magazine de 350 pages. Villa pied dans l'eau, résidence sublime, des chalets de rêve. Là, vraiment, on est dans la part du rêve. Avec un dossier hier pour raconter l'histoire du Figaro et de Propriété Le Figaro à l'occasion des 200 ans et des 35 ans de Propriété Le Figaro. Mais également aujourd'hui, on voit en images quelques résidences. Moi, je sais que vous y allez bientôt. J'adorerais. Olivier, vous m'invitez. Bien entendu. Et puis, surtout demain aussi, un dossier sur l'immobilier qui se réinvente demain, parce que l'un des grands défis, ce sera de transformer l'existant, de transformer ces bureaux, d'anciens bureaux obsolètes, peut-être en logement, de réhabiliter. C'est un défi. Et puis on parle bien sûr d'intelligence artificielle, de l'émotion. Donc voilà, Propriété le Figaro dans la place. Les 200 ans, un numéro extraordinaire qu'on peut se procurer, ou vous pouvez me joindre et je peux vous l'envoyer. Vous êtes formidable et on vous lit évidemment et on vous regarde aussi dans cette émission consacrée à l'immobilier sur le Figaro TV. Merci beaucoup Olivier Marin pour ce point sur le marché de l'immobilier à Paris, en Ile-de-France. On vous retrouve très vite évidemment et dans votre émission bien sûr. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans Bienvenue en Ile-de-France et en attendant je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.